Très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. États généraux de la justice congolaise ouvert à Kinshasa, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye a expliqué la problématique des accords et conventions internationaux devant les juges congolais. Sassa Magazine. Face à la crise qui secoue l'organe délibérant du Kasaï central, la société civile et forces vives locales crient à la manœuvre pour bloquer la machine et appellent les partis en conflit au dialogue. Sassa Magazine. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, bien que se trouvant en pole position, Sébastien Desabre et ses poulains restent déterminés à ramener rien que la victoire lors des dernières rencontres de phase de groupe. Et voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bienvenue. Les états généraux de la justice congolaise. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Travaux ouverts mercredi 6 novembre à Kinshasa. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye Moussaou, a axé son allocution samedi 9 novembre sur la problématique des accords et conventions internationaux devant les juges congolais. D'ample précision dans ces reportages. Troisième évolution constatée dans le cadre toujours de ce code et des différentes conventions ratifiées dans le cadre du droit des affaires, il y a eu l'affirmation de l'impertinence de séparation des pouvoirs. Désormais, la RDC a en substance reconnu que les actes d'assemblée, tout comme les décisions judiciaires et les comportements des institutions de justice et de l'exécutif, ne seront plus différenciés devant la responsabilité internationale. Et donc, l'État répondra de sa responsabilité lorsque les enfreintes constatées seront d'émanation, par exemple, judiciaire, y compris les décisions rendues ayant été coulées en force de la chose jugée. Quatrième avancée, c'est la reconnaissance de la priorité du juge optionnel et du fort dématérialisé sur les compétences des tribunaux locaux. Je souligne ici, y compris la Cour constitutionnelle, plus précisément la suprématie de l'arbitrage international lorsque celui-ci a été désigné comme mode de règlement de différends relatifs aux investissements qui découlent de l'application du Code congolais des investissements. Lorsque j'ai dit intrusion réglementaire, on en a vécu une ici. Lorsque, par exemple, le gouvernement décide d'immuniser les biens des entreprises, autrefois publiques, devenues des sociétés commerciales, par voie réglementaire, il dit qu'il décrète désormais l'insaisissabilité des biens des entreprises. Et on les appelle encore par une sorte d'inadvertance entreprises publiques. Alors que ces entreprises ont été rendues entreprises privées, plutôt commerciales, pour leur permettre en fait d'être compétitives et d'avoir accès au crédit et de se soumettre au juge. Et lorsque on décrète tantôt que ces biens ne peuvent plus être saisis, c'est-à-dire que d'un seul trait de plume, on a évincé toutes les réformes de ces récentes dernières années et qu'on a mis fin à tous les efforts possibles qui ont eu pour vocation de pouvoir améliorer le climat des affaires. Dans son intervention magistrale au cours des assises liées aux états généraux de la justice congolaise qui se tiennent à Kinshasa, professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du président Félix Tshisekedi au niveau de la Cour pénale internationale, a fait l'état de lieu de la coopération entre la RDC et la CPI après avoir dressé le bilan de cette coopération. Il a à cette occasion formulé un tas de recommandations pour rendre efficace l'action de la CPI en RDC. Je vous convie à suivre Taylor Lubanga dans ses propos recueillis par Albert Tchaba et Francis Mawete. Parce que les États se sont convenus de se regrouper autour de ces idéaux, parce que le facteur de regroupement semble ici être le renforcement de la lutte contre l'impunité, la Cour pénale internationale s'est vue entrer en vigueur rapidement le 1er juillet 2002. Et la RDC, notre pays, a ratifié les statuts de la Cour, et vous devez le savoir, le 2 avril 2002, et c'est au mois d'avril, le 17 avril 2004, que la République déférait la situation qui prévalait dans notre pays en 2002, dans sa partie orientale, à la CPI, faisant de nous le précurseur
l'État modèle des coopérations parce que nous sommes le premier État à avoir déféré une situation à la CPI. Cette Cour vise non seulement à prendre en charge les crimes perpétrés avant 2002, mais aussi tous autres crimes dont la poursuite peut s'avérer difficile en raison effectivement de manque de moyens, en raison aussi de difficultés de mobiliser les témoins pour construire un narratif pénal susceptible d'apporter les imputabilités et les sanctions. Voilà pourquoi interroger le bilan, c'est aussi regarder le parcours, la marche. La marche de la RDC vis-à-vis des idéaux de la Cour est restée totalement active sur le deux piliers de la CPI, à savoir la complémentarité et la coopération. Quant à la réforme, tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'il doit venir prévoir de manière claire que toutes les fois que les faits pour lesquels un individu ou un groupe d'individus est poursuivi relève du standard de la Cour, qu'il soit appliqué sans embâche les statuts de Rome. Retour en image dans votre magazine sur la double cérémonie de clôture et d'ouverture de l'année académique à l'École nationale de finances par un message fort du ministre de Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï. Suivez. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, a présidé le samedi 2 novembre 2024 à Kinshasa la cérémonie jumelée de clôture de l'année de formation 2023-2024 et d'ouverture de l'année 2024-2025 de l'École nationale des finances. Cette cérémonie, rehaussée de la présence de la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, et de divers autres cadres de l'administration publique congolaise, a été marquée par la remise des diplômes aux lauréats désormais auréolés du titre de technicien en finances publiques. Passé par l'École nationale des finances, le ministre Doudou Fambali Koundé Libotaï a profité de l'occasion pour exhorter les lauréats de l'édition 2024 à insuffler la dynamique de changement et de constituer ce noyau d'experts capables de transformer notre écosystème financier et de contribuer significativement à la croissance dans notre pays. Comme l'élevé son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous puissions faire de la lutte contre la corruption une action de notre vie quotidienne. Sans relâche, les détournements des deniers publics devraient être bannis et punis avec toute la plus grande rigueur de la loi. Vous devez être des ambassadeurs et des ambassadrices de la bonne gouvernance, de l'éthique. La DG de l'ENEF a profité par la même occasion de saluer le dynamisme et l'engagement du ministre Doudou Fambali Koundé Libotaï qui, depuis son arrivée, ne ménage aucun effort pour redonner à cette école son rôle de vivier d'agents compétents prêts à contribuer aux efforts d'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC. Skywood, la solution innovante et durable. Le secteur de la santé est un véritable levier de développement pour notre pays. En tant que ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba s'engage à renforcer ces piliers essentiels en œuvrant pour un système de soins accessible, moderne et inclusif. Suivez cet extrait d'une interview exclusive choisie pour vous par Sassa Sidio. Si toutes les banques de notre pays réunies ont moins de 400 000 cartes, ont à peu près 400 000 cartes. Donc si vous avez une carte bancaire, sachez qu'au total, il y a 400 000 cartes bancaires dans notre pays. Sur les 400 000 cartes, il y a à peu près 180 000 qui fonctionnent, même 200 000. C'est rien du tout par rapport à notre pays de 100 millions d'habitants. Or, si nous donnons une carte de santé, qui est une carte Visa, seulement aux mamans qui accouchent, on en donne déjà 4 millions. Donc on en donne déjà 10 fois, plus que toutes les banques réunies. Vous voyez que si nous faisons passer notre subvention de la gratuité par le système bancaire, nous impactons le système bancaire immédiatement. Et nous le faisons 10 fois plus que toutes les banques réunies. Ça, c'est juste un secteur. Je vous donne un deuxième secteur. On n'a pas construit un hôpital public jusqu'à ce qu'on construise la Renaissance. Extrêmement. Si nous lançons la construction des hôpitaux, nous allons employer les maçons, les menuisiers, les électriciens. On va utiliser tout le monde. Et en Occident, ils disent toujours, quand le bâtiment va, l'économie va. Or,
construire les hôpitaux, c'est des bâtiments. Ça va vous faire en 2024. Non, mais je vous dis, on a commencé déjà. D'accord. Moi, je vous dis pas des choses qui vont venir dans longtemps. Je vous dis ce qu'on fait maintenant que vous m'avez posé la question sur les 50 000, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vous donne la vision. Et pour construire ces hôpitaux, vous allez dire, oui, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Mais rappelez-vous qu'avec les systèmes bancaires, nous avons déjà au moins 4 millions de mamans. Si on prend seulement les mamans, mais si on ajoute les policiers, les militaires, les fonctionnaires, à qui on donne des cartes, les enseignants, eh ben, on peut déjà donner des cartes à 10 millions de gens. Crise politique à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, les plateformes de la société civile locale montent au créneau pour dire non à toute tentative et manœuvre de mauvais goût visant le blocage des institutions provinciales. Le CAFCO, Krong, Reprodoc et les collectifs Rien sans les femmes tapent les poings sur la table pour interpeller le gouvernement central, l'exécutif provincial et les députés provinciaux à la prise de conscience, chacun en ce qui les concerne, afin de privilégier les dialogues pour régler tout différend et garantir l'intérêt général de la population. Suivez leur déclaration. Stop aux manœuvres qui bloquent la province. À la lumière des premiers éléments réunis, la crise qui déchire actuellement la représentation provinciale et les cumuls de plusieurs frustrations sur les soupçons de mauvaise gestion, le partage des intérêts individuels, des ressources et des postes de responsabilité d'une part, et le triomphalisme et la caporalisation de tout par un petit groupe d'autre part. En outre, il faut avoir frais à l'esprit que les grands financements et les grands investisseurs n'interviennent jamais là où il y a des conflits et les querelles interminables. Les députés provinciaux feraient mieux de ne pas se laisser entraîner par les marées de la souffrance de leurs représentés. Au regard de ce qui précède, les plateformes des ONG signataires recommandent au gouvernement central de contribuer au règlement définitif de ces conflits déjà éclatants au lieu de se limiter à les calmer, de travailler à la stabilisation des institutions provinciales conformément aux lois et règlements de la République. Aux députés provinciaux de revenir au bon sens pour consolider la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement durable. De s'abstenir de tout acte de nature à déstabiliser la bonne marche de la province. De cultiver l'esprit de dialogue permanent et de débats démocratiques au sein de l'Assemblée provinciale. D'œuvrer pour l'unité du peuple, la gestion transparente, l'équité et la recherche de solutions durables aux problèmes de la population. Au gouvernement provincial, de s'abstenir de ménager un camp contre un autre dans la crise qui secoue actuellement l'Assemblée provinciale. De développer la collaboration institutionnelle conformément aux normes établies. De fédérer toutes les énergies nécessaires pour des actions concrètes qui contribuent au bien-être de la population. Aux tireurs de ficelles et fossoyeurs. On ne se moque pas indéfiniment du malheur de tout un peuple. La population n'accordera aucun pardon à tout celui qui aura contribué à son malheur par les pratiques occultes de tout genre, aux médias et à leurs corporations, d'œuvrer comme église au milieu du village. Restons au Kasaï central où les professionnels de médias ont bénéficié des outils et matériels nécessaires susceptibles d'assurer une production des contenus audiovisuels adaptés et percutants afin d'atteindre un public plus large sur la prévention des violences sexuelles et celles basées sur le genre, ainsi que le harcèlement sexuel dans toute la zone d'intervention du projet PNDA. Détails dans ces reportages rendus par Anastasie Mimbolo. Un atelier crucial a réuni le week-end dernier dans la commune de Kwananga au Kasaï central les journalistes de la région. Objectif, les former et les outiller pour prévenir et sensibiliser les communautés face aux violences basées sur le genre, aux abus et harcèlements sexuels. Ces programmes, portés par l'ONG Amour Plus et appuyés par la Banque mondiale, fait partie intégrante du programme national de développement agricole. Car améliorer l'agriculture, c'est aussi garantir un environnement sûr, respectueux des droits humains. Les violences basées sur le genre touchent les communautés agricoles du Kasaï de manière profonde. Les journalistes, acteurs incontournables du changement, ont ici un rôle crucial. Faire passer le message, informer et sensibiliser sans relâche. À la tête de cet atelier, le coordonnateur par intérim d'Amour Plus a lancé un appel à l'engagement. Les médias doivent diffuser des contenus percutants capables de toucher un large public pour renforcer la prévention.
Votre engagement et votre capacité à sensibiliser les communautés peuvent transformer la perception de ces violences et encourager les victimes à chercher de l'aide. Cet atelier a pour objectif de vous doter des outils nécessaires pour produire des contenus médiatiques adaptés, percutants et susceptibles de toucher un large public. Présente lors de cet atelier, Bertine, chef du bureau de la division provinciale du genre, représentant le ministre provincial, a exhorté les journalistes à s'unir pour bâtir une société plus juste et inclusive. Ensemble, nous devons identifier les supports de communication les plus adaptés, les messages clés à diffuser et les canaux de diffusion les plus pertinents pour toucher toutes les couches de la population, y compris les personnes les plus vulnérables. Skywood, la solution innovante et durable. Parlons du football bien avant de refermer ce magazine. Alors que les Léopards sont déjà qualifiés pour la CAN 2025, le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien de Sabre, ne relâche pas la pression. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, les Côtes de Fauve congolais a réaffirmé sa ferme volonté de gagner les 2 derniers matchs des éliminatoires tout en testant de nouveaux joueurs pour renforcer l'ossature. On est déjà qualifiés. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Ça n'est complètement fini pour ces numéros de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.